tous, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Vous êtes à bord de Taxi Presse pendant 1h15 avec mes chroniqueurs. Nous analyserons et commenterons les sujets de ces dernières heures. L'actualité a considérablement évolué. La condamnation de l'ex-commandant de l'armée, Olivier Hama, à 1 an de prison ferme et a payé beaucoup de millions. Finalement, la rentrée scolaire 2016-2017 officiellement c'est lundi prochain, mais la coordination des 4 syndicats des enseignants ne décolère pas. Ils maintiennent ces enseignants leur décision de bouder les 2 premiers jours de la rentrée. Beaucoup de journaux sont revenus sur le sujet tout au long de la semaine, on va en parler. Le sommet sur la sécurité maritime et la sûreté et le développement en Afrique. Le clou, c'est demain avec l'arrivée aujourd'hui dans notre capitale Lomé des chefs de tête de gouvernement pour le sommet. Faure Gnassingbé sera très pris. La première édition des universités sociales du Togo, ça a pris fin hier avec des recommandations, des propositions. Nous reviendrons sur le sujet avec mes confrères Fabrice Pekezi, le patron du journal libéral, Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous, et Ferdinand Haïté, le patron du journal L'Alternative. Bienvenue à tous. Avec mes chroniqueurs également en studio, Fabrice Pekezi. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi. Et on espère que l'aventure sera très belle. On l'espère vivement. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Vous allez bien? Un peu fatigué, très fatigué. Oui, si, c'est vrai. Très fatigué. Avec les... Non, j'étais aux universités sociales. Et on a fini un peu tard hier. Et puis les 2 jours ont été vraiment... Ça nous a beaucoup vraiment usé, quoi. D'accord, très bien. On va revenir d'ailleurs tout à l'heure sur ces universités sociales du Togo, la première édition donc, qui a eu lieu avant-hier et hier au centre communautaire de Baie. Bonjour, Abi Alpha. Oui, bonjour confrère, bonjour auditrices, auditeurs de Taxi FM. Je crois que c'est la grande rentrée. Oui. Et, comme l'a dit le confrère, on espère que le redémarrage sera costaud. Bon, d'accord, très bien. On verra, c'est à vous de juger avec les auditeurs. Nous allons commencer par la rentrée scolaire parce que ça fait quand même plusieurs jours la coordination de 4 syndicats d'enseignants se mobilise forcément pour perturber le début de rentrée. En tout cas, cette coordination fait certaines réclamations. Mais le gouvernement, il y a 2 jours, dit la rentrée, ça tient. Lundi prochain, ce que les syndicats demandent, nous leur octroyons quand même quelque chose. Mais il y a encore des bruits de couloir qui disent que la rentrée, c'est pas sûr que ce soit lundi. Fabrice, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans votre parution, vous dites que le gouvernement maintient la date de 17 octobre. Oui, mais je crois que même les syndicats également sont d'accord pour cette date, sauf qu'ils disent qu'il y aura quelque chose durant les 2 premiers jours. Donc il faut qu'il y ait reprise des cours pour qu'on puisse parler de grève. Et sinon, si on s'éternise dans les vacances, il sera difficile pour un enseignant de dire qu'il est en grève pendant les vacances. Donc naturellement, pour ceux qui souhaitent aller en grève les 2 premiers jours de la rentrée, ils doivent souhaiter que cette rentrée ait lieu pour qu'ils puissent maintenant poser leur acte, notamment la grève. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement a pris certaines dispositions ces derniers temps, à la fin pratiquement de cette rentrée scolaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que parmi la plateforme revendicative soumise aux autorités, il n'y avait pas la question des primes de rentrée qui était considérée par les enseignants comme un acquis. Mais il faut aussi dire qu'il y avait un élément aussi qui risquait de rendre difficile les choses, surtout quand pendant plusieurs mois avant même cette annonce de la rentrée, on a eu à entendre que les primes de rentrée de bibliothèque qui sont versées généralement en bloc devraient être émiettées. Je crois que c'est un élément qui risquait également de mettre du feu à la rentrée scolaire. Alors aujourd'hui, le gouvernement s'est ravisé et donc ça sera versé en bloc. Mais comme je l'ai dit... Le gouvernement dit à titre exceptionnel. Ça veut dire que la première décision tient toujours à cœur au gouvernement. Ouais, qui vont remettre au cours du mois de juillet prochain. On verra si bon ça passera. Ce qui est sûr... Aujourd'hui, quand vous prenez, comme je l'ai dit, la plateforme revendicative soumise, c'est beaucoup de choses, à part même la question des primes n'était pas vraiment... C'était un peu
mis de côté parce qu'il y a un éternel problème avec les enseignants. Et quand vous allez constater pratiquement les syndicats, là, c'est de nouveaux syndicats sur le terrain et la plupart sont pilotés par des jeunes. Et des jeunes qui naturellement se retrouvent dans le corps des auxiliaires qui pendant des années traînent avant d'être intégrés dans la fonction publique. Et donc, même quand vous êtes un peu dans le monde enseignant, généralement, les grèves qu'on a eu à avoir par le passé, la question d'éliminer cette catégorie d'enseignants auxiliaires est toujours mise. Ça fait partie des revendications, mais c'est noyé. Et c'est noyé pourquoi? Oui, toutes les fois, c'est noyé pourquoi? Quand vous arrivez, ceux qui ont la chance d'être intégrés disent « Ah, c'est un passage obligé pour tout le monde. Nous, on a fait ci, on a fait ça. » Avant d'être, pourquoi vous voulez tout de suite? Alors que c'est un peu aberrant. Aujourd'hui, bon, les gens passent par, heureusement, les écoles de formation avant de devenir enseignant. On ne peut pas rentrer à l'ENS ou à l'ENI et puis après ça, redevenir pour être encore auxiliaire pendant près de 10 ans avant d'être intégré. Je crois que c'est une injustice qu'il faut vraiment corriger. Abi Alpha, par rapport à cette rentrée, est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, que le gouvernement, franchement, est en train de prendre la chose du bon côté? Parce qu'on sait habituellement qu'on ne prend pas au sérieux les revendications des enseignants. Ça dure, ça prend des semaines, ça prend des mois. Et puis après, quand ça prend feu, enfin, à mettre entre guillemets quand même, on se rend compte que c'est en ce moment que le gouvernement ou les ministres désignés pour négocier avec les enseignants passent par tous les moyens, et même puisque les enseignants ont eu à plusieurs fois à témoigner, par des moyens de pression, même sur des familles de certains enseignants, pour que, enfin, les leaders, pour qu'ils puissent accepter, faire des concessions. Est-ce que là, on ne dort pas trop encore sur nos lauriers, finalement? Je parle là du gouvernement. Merci beaucoup, confrère. Je crois que les vacances ont été suffisamment élastiques et on attendait la rentrée, je crois, un peu plus tôt que le 17 prochain. Oui, c'était le 26 septembre, le gouvernement l'a reporté à cause du sommet maritime. Pour des raisons que vous savez, ça a été reporté. Et je crois que tout ce temps devait être mis à crédit, à contribution pour vraiment trouver d'une façon définitive les solutions aux problèmes revendicatifs vis-à-vis des enseignants. Maintenant, moi j'ai comme impression l'autorité c'est que éduquer la population, éduquer la jeunesse, instruire sa population, c'est un devoir républicain, ils doivent le faire. Ils commencent à la rentrée, les problèmes naissent, la rentrée, l'année finie, on clôture l'année académique. Au lieu de mettre à contribution les vacances pour vraiment chercher des solutions de façon à ce que la rentrée commence d'une façon plus paisible. Quand les vacances arrivent, on déplace aussi les problèmes, on va dormir et quand la rentrée pointe le nez, on commence par tenir à toutes les branches et souvent on tient les mauvaises branches et on commence à coup de gueule entre enseignants et autorités éducatives. Bon, maintenant, le 17, on va voir à quelle sauce nos enfants seront mangés. Tu sais, moi je dis que si les gens ont pu... Heureusement que les enseignants n'ont pas dit qu'ils vont prolonger la grève. Mais ce n'est que les 2 premiers jours de classe et habituellement nous savons que les 2 premiers jours il n'y a rien qui se passe quoi. Donc les cours ont moins de chances d'être perturbés. Mais ce n'est déjà pas bon psychologiquement parlant. Quand une rentrée commence, quand ça commence, au premier jour on parle d'un enseignant qui n'est pas content, tu vois à quoi ça ressemble. Donc moi je dois encore une fois l'autorité, je crois qu'ils doivent changer d'habitude et déplacer les problèmes parce que ce ne sont pas des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Les enseignants ont introduit cette plateforme revendicative, ça fait belle lurette. Je ne sais pas le pourquoi. Depuis là, les gens préfèrent déplacer les problèmes. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ils finiront par les résoudre. On espère que cette année, vraiment, ils vont faire un effort pour que, puisque ce que les gens veulent, leur sommet, ils ont pu l'obtenir loin des dérangements des enseignants et des élèves. Nous espérons qu'ils vont aussi mettre les bouchées doubles pour que cette rentrée soit vraiment une rentrée qui vaille la peine que de faire à chaque 3 semaines des débrayages qui vont démoraliser, qui vont... Bien. Ferdinand, est-ce que finalement on ne doit pas être fatigué quand on est gouvernant de gérer des situations pareilles en début
d'année scolaire, il y a toujours des enseignants qui font des réclamations. Et tous les ans, presque, c'est comme ça, à l'exception de l'année dernière où on n'a pas vu une année scolaire perturbée véritablement. Non, je crois qu'ils ne doivent pas être fatigués parce que c'est eux qui refusent de régler les problèmes. Ah oui? S'ils avaient réglé les problèmes... Mais les enseignants, on a comme l'impression aussi qu'ils sont toujours... non, je ne crois pas. tous les ans, ils demandent des choses. Tous les ans, ils demandent des choses. Pas parce que les problèmes restent toujours entiers. Comme il le dit, c'est les mêmes choses. Il n'y a jamais eu de satisfaction aux plateformes revendicatives des enseignants. On menace parfois les leaders, on achète certains. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire quoi? La naissance de nouveaux syndicats, c'est lié au fait que les anciens ont été corrompus. Donc les gens ont dit, mais si vous êtes corrompus, on crée d'autres syndicats pour tenir. Et je ne comprends pas que des gens soient là depuis 10 ans, ils ne règlent pas les problèmes des enseignants. Et ce n'est pas quand même les moyens qui manquent dans ce pays. Si on a pu trouver autant de moyens pour faire tout ce qu'on fait là, je pense qu'on peut trouver des moyens pour régler le problème des enseignants une fois pour de bon. Parce que ça, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'éducation de nos enfants. Quelqu'un disait, détruisez, si vous voulez détruire un pays, il suffit de détruire l'éducation et puis tout le pays est détruit. Aujourd'hui, lorsqu'on se plaint de la baisse de niveau des élèves et de tout ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est lié à toute cette désorganisation. On ne peut pas avoir des ministères qui sont là, le ministère de l'enseignement primaire, le ministère de l'enseignement technique, où il n'y a aucune planification, il n'y a aucune volonté de régler les problèmes, il n'y a pas de l'argent qu'on dégage de côté pour régler les problèmes en temps réel et qu'il faut recommencer l'année avec des mouvements de débrayage. Et comme Abil a dit, c'est un mauvais départ pour la rentrée. Si la rentrée commence le 17 avec 2 jours de grève, on ne sait pas ce qui va se passer tout au long de l'année. Et vous avez vu le découpage de l'année, c'est très court. Je crois que 6 semaines, on est déjà dans les congés de fin d'année, et puis après on reprend, et si ces 6 semaines-là doivent être perturbées, vous imaginez, vous ne pouvez pas comprendre le drame ou bien le poids que les parents supportent lorsque les enfants sont à la maison et l'anxiété que les parents vivent lorsque les enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils sont là, ils sont dans les petits trucs, tout ça. Donc aujourd'hui, il est important que le problème soit réglé. Pourquoi on ne règle pas le problème? Juste parce que la plupart des gouvernants n'ont pas leurs enfants qui fréquentent dans les écoles. Puisque la rentrée aujourd'hui... Moi, ils sont au Togo quand il n'y a pas de rentrée pour un enfant de pauvre, il n'y en aura pas pour l'enfant de riche. Ah mais non! Dans le contexte actuel, les enfants des riches ont commencé le 26. Il y a des écoles qui ont commencé. Mais si, ils ont commencé le 26. Ils ont commencé à l'école Alpha, ils ont commencé au lycée français, ils ont commencé à Arc-en-Ciel, ils ont commencé... Ça fait 3 semaines que eux, leurs enfants sont à l'école. Donc ils s'en foutent si les enfants des autres sont à la maison. Et donc nous, les bouseux, nous sommes bien obligés de voir nos enfants traîner pendant des jours à la maison. Donc il est impératif aujourd'hui que tous les Togolais soient logés, je ne sais pas, à la même enseigne. Il faut arrêter cette discrimination qui frappe aujourd'hui les gens. Et ces enseignants qui font des efforts, qui sont des gens qui sont dans des villages reculés, qui sont dans des localités reculées, où parfois il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas quand même pas de la mer à boire. C'est pas de la mer à boire. Donc je pense que le gouvernement doit dégager suffisamment de ressources pour régler le problème des enseignants une fois pour de bon, ne serait-ce que les points essentiels de leurs revendications. Le reste, ils peuvent le régler avec le temps. Mais là, à jouer les durs en déplaçant les problèmes, on finit par être rattrapé et c'est le cas actuellement. Très bien. Oui, c'est pour dire que quand vous prenez en tout cas les revendications énumérées par les 4 syndicats, la toute première, j'avoue qu'en fait c'est une revendication qui aurait pu régler si la question du statut général de la fonction publique avait été réglée. Donc ça n'a pas été réglé jusqu'à aujourd'hui, ça traîne. Et finalement, qu'est-ce que les syndicalistes se disent? Bon, si on ne veut pas globalement régler le problème, ils préfèrent aller progressivement pour que finalement, même s'il n'y a pas une décision politique globale pour régler le problème de statut, on aura quand même obtenu les avantages que procure la question du statut. Et maintenant, il y a aussi un autre élément important. C'est vrai que tous les enseignants ne sont pas auxiliaires, mais les auxiliaires sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux, ils sont les plus dynamiques parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas auxiliaire, il y a de fortes chances que vous êtes pratiquement à la porte de la retraite. Et donc, naturellement, même si les autres ne sont pas solidaires et les auxiliaires, à eux seuls, ils peuvent vraiment paralyser l'enseignement. Et donc, maintenant, il y a une autre revendication également, celle liée à ce qu'ils considèrent comme des affectations punitives. Parce que quand vous prenez
certains leaders syndicaux ont été affectés. Les gens ont quitté le lycée de Bekota pour se retrouver quelque part à Mandouri, et tout cela. Bon, ils ont fait tout ça. Ça aussi, c'est pas quand même des éléments qui contribuent. C'est vrai qu'un fonctionnaire doit s'attendre à être affecté. Mais il y a certaines affectations qui sautent aux yeux et ça donne l'impression, parce que je crois savoir qu'avant d'affecter un syndicaliste, surtout un leader syndical, il y a quand même un certain nombre d'éléments à respecter. Mais lorsqu'on vous prend d'un lycée comme celui de Bekota en pleine ville, en pleine capitale, le met pour vous balancer à Mandouri, bon, quelque part, ça donne l'impression comme si on veut casser la dynamique en essayant d'éparpiller les gens. Ça aussi, ce n'est pas des éléments qui contribuent à la sérénité par rapport à cette reprise des cours. Je crois que les enseignants ont toujours fait preuve de patience. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, certaines revendications continuent par traîner, même si le gouvernement aussi a fait certains efforts. Parce que quand vous prenez les enseignants dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais il reste encore, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que ce n'est pas pratiquement la même chose avec les autres fonctionnaires. Et donc, je crois que c'est un élément fondamental sur lequel il faut intervenir. C'est vrai, on comprend, quand vous prenez aujourd'hui un enseignant dans le public, le minimum, le strict minimum, c'est le bac. Et ça, c'est au primaire. Et quand vous allez au collège, le strict minimum, c'est la licence. Et donc, généralement, c'est le plus grand nombre de fonctionnaires également qu'un État. Oui. Et donc, quand on augmente seulement 1000 francs sur le salaire d'un enseignant et quand on multiplie par ce nombre-là, c'est lourd. Parfois, ce qui fait que le gouvernement hésite un peu à faire le pas par rapport aux enseignants, alors que sur d'autres corps de métier, ça se fait facilement. Oui, d'accord. En même temps, l'éducation, comme Ferdinand vient de le dire, c'est un élément essentiel. Quand on n'investit pas suffisamment dans l'éducation, ça veut dire que ce pays est appelé à disparaître. Donc, ça veut dire que les autorités doivent faire un effort dans ce sens-là. Enfin, moi, j'imagine que nos autorités doivent faire beaucoup attention. Parce que quand tu fais un tour dans les pays qui nous entourent, je vais commencer par le Bénin, le Niger à côté, le Niger, en tout cas tous les pays qui nous entourent, je ne veux pas nous comparer aux pays anglophones. Les pays de notre trempe qui nous entourent francophones, quand tu regardes le Togo est le milieu où l'enseignant est le moins loti. La plupart de ceux qui ont déserté ici de l'enseignement pour mauvais salaire, pour mauvaises conditions de travail, sont soit au Bénin et la plupart au Niger. Et ils reviennent ici construire des villas. Des enseignants. Ah oui? Ça, je vous l'ai dit, vous pouvez vérifier ce que je dis. Des trucs actuels ou... Non, ça se passe jusqu'à présent. Une bonne partie des enseignants au Niger, c'est des Togolais. Ça, je n'invente rien. Tu as des voisins nigériens ici, tout ça là, tu peux les interroger. Beaucoup qui ont déserté ici, soit parce que le salaire est trop squelettique ou bien parce que l'enseignant n'est pas bien traité, ils trouvent refuge très vite au Niger. Au Nord Bénin aussi. Au Niger. Donc, moi, je pense que l'autorité doit faire un peu attention parce que quand tu compares les conditions de travail de nos enseignants aux autres de la sous-région, par rapport à ce que nos frères, nos grands frères, nos petits frères revendiquent, ce n'est pas encore, c'est-à-dire ce n'est pas encore de l'impossible. Ce n'est pas encore, je crois qu'ils tiennent bien compte des réalités économiques, tout ça là que traverse le pays, et ils ne veulent pas demander le bras, ils veulent demander ce qui est demandable, je ne sais pas, vous comprenez. Mais quand l'autorité ne sait pas joindre la carotte au bâton, ça risque de ne pas être correct. C'est quand vous parlez quand Fabrice parle des gens qui ont été affectés de façon punitive, et tu dis qu'ils sont appelés à servir, je vais bien te croire. Sauf que même quand l'œil ne mange pas, il sait ce qui remplit le ventre. À moins que je me trompe. Quand quelqu'un est syndicaliste. C'est quel type de problème? C'est le premier problème que ça se fait. Ah oui, c'est quand l'œil ne mange pas, il sait ce qui remplit le ventre. Ah d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans les secrets de Dieu pour savoir qu'un syndicaliste qui est un peu dérangeant dans un CG à Hébé, qui est tout de suite parachuté à Manduru ou bien à Djarpanga, quand on n'a pas besoin de miracles ou bien de charlatans pour savoir que c'est une affectation punitive. Merci beaucoup à Abi Alpha, on va évoluer. Alors, il y a un autre sujet également traité par la presse. Ce matin, c'est le forum de la semaine qui est revenu là-dessus. C'est lié au commandant Olivier Ama. Hier, le confrère Liberté l'évoquait. Il a été condamné en début du mois à 1 an de prison ferme, appelé à verser pas mal de millions de francs CFA. Ferdinand, est-ce que
Cette affaire, nous on pensait que c'est fini, mais cette affaire de supposée incitation de l'armée à la révolte, ça continue. Ça veut dire que là où se trouve aujourd'hui l'ex-commandant de l'armée togolaise, d'ailleurs on nous a appris qu'un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre, ça veut dire qu'il est toujours en danger. En fait. Oui, tout à fait, mais c'est une guerre psychologique. Hein, c'est une guerre psychologique que les gens sont en train de le livrer, moi je pense. C'est vrai qu'il y Qu'on ne pourrait pas l'arrêter. Il y avait eu. C'est juste pour vous faire peur. Non, j'en viens. C'est vrai qu'il y avait eu cette histoire-là qu'il avait conduit à la prison à Notien, qu'il avait appelé l'armée à la révolte sur une radio de la place et tout. Et donc là, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, si on le condamne et qu'on lance un mandat d'arrêt contre lui, c'est une manière de le faire peur, de dire, bon, écoutez, on te cherche toujours, et donc si il est quelqu'un qui est dans la nature, qui a des intentions, ça va le refroidir. Donc c'est pour ça que je parle de guerre psychologique. Les gens sont dans l'anticipation, ils sont dans une méthode de dissuasion, et donc voilà, moi je pense que c'est dans cette logique-là que cette condamnation est intervenue, et c'est bien triste. Un commentaire sur ce sujet, Fabrice Lekezi, l'ex-commandant des forces armées togolaises, Olivier Yama, qui a fui le Togo, il faut le dire, parce que quand il a été libéré provisoirement de la prison civile de Notien, on ne lui a pas dit de partir. Et il est à la disposition de la justice. Un beau matin, on a appris que le bonhomme a pris tout et il est rentré quelque part en Europe. Oui, parce que sa position devenait un peu, sa situation devenait un peu délicate. On n'oublie pas que c'est quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions dans le système de sécuritaire du pays. Et donc, généralement, quand un individu comme ça ne regagne pas les rangs et qui est là, et puis parfois qui tient des propos, ce n'est pas la même chose. Quand je parle de l'armée, ce n'est pas la même chose quand Olivier Ama parle de l'armée, parce que, bon, naturellement, il maîtrise beaucoup d'éléments par rapport à cela. Mais comment en est-on arrivé là? Et je crois que sur ce coup, bon, dans une logique d'apaisement, on aurait pu penser à une certaine compensation, hein, parce que, quoi qu'on dise, Olivier Ama fait partie des gens qui ont été embarqués dans la fameuse affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, alors qu'après le procès, pour ceux qui ont suivi le procès, ont finalement compris qu'en réalité, il n'en était pour rien, c'était une sorte de malchance, être quelque part au mauvais moment, c'était un peu cela, et donc on passe près de 2 ans de prison comme cela, et bon, on ressort, généralement on ne peut qu'être révolté. C'est vrai que d'autres, selon ont bouclé, ne disent rien, mais bon, lui il a choisi de parler, et donc quand un ancien gendarme comme lui, qui a dirigé le service de renseignement, dit des choses par rapport à l'armée, il y a de quoi à ce que ça puisse inquiéter. C'est pour ça que j'ai dit que quand lui parle de l'armée, moi j'en parle, ça n'a pas le même effet. Abi Alpha. Ouais, je crois que quand ce monsieur a quitté le pays, les gens ont très vite estimé qu'il a été trop heureux, qu'il avait plus de peur que de mal, il n'y avait pas de raison qu'il parte. Mais je crois que c'était le meilleur choix qui s'offre à lui, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Étant donné qu'il a déjà fait les 4 murs par rapport à cette fameuse histoire tentaculaire de sûreté d'atteinte à la sûreté de l'État, et dès qu'il a vu les premières fumées se dégager, naturellement il a préféré se mettre à l'abri, et ce verdict qui vient de tomber vient donner raison à ceux qui pensaient qu'il avait raison de partir. Maintenant, puisque tu sais, comme l'ont dit les confrères, c'est un militaire avant tout, et puis je crois aussi interpréter ce verdict comme une façon pour l'autorité en place de mettre davantage en garde d'éventuels, c'est-à-dire ceux qui pouvaient éventuellement être tentés d'emboîter les pas à Olivier Ama, une façon de dire, vous avez vu que le système n'a pas changé, les méthodes resteront toujours les mêmes. Donc le monsieur, actuellement, il est toujours dans son maquis. Lui, c'est les sons de savoir où il se trouve. Je crois que le mandat est lancé. Bon, on verra.
On suivra tout cela de près. Avant la pause pour le journal Parler, Ferdinand, hier on a suivi sur Voz Africa le Premier ministre togolais, c'est l'homme Classou. Ce qui nous intéresse, c'est sa sortie sur le Panama Papers, parce que nous savons que vous faites partie de ce consortium de journalistes qui avaient travaillé sur le sujet. Et donc ici au Togo, vous avez été le premier à sortir le document sur WASEM, et où on voit le nom du Premier ministre. Et depuis, aucune autorité officiellement ne s'est prononcée sur le sujet. Et hier, curieusement, la question est venue. Je ne sais pas si ça a été vraiment programmé, mais on a écouté la réponse du Premier ministre. Est-ce que vous avez été convaincu par le chef du gouvernement? C'est vrai qu'hier, j'ai suivi aussi ce débat. C'est vrai que j'étais rentré un peu fatigué, mais je l'ai suivi. Franchement, je l'ai trouvé très lamentable, excusez-moi le mot. On ne va pas être dans l'extrême. Non, je ne suis pas dans l'extrême, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Quand on est à ce niveau de responsabilité, parce que quand on est quand même un chef de gouvernement et qu'on vous invite dans une émission comme celle-là, sur une chaîne câblée, il faut quand même répondre aux questions, situer les citoyens. Mais on a eu affaire à un Premier ministre qui a démontré qu'il ne maîtrisait aucun dossier, il ne voulait pas répondre aux questions, il était tout le temps dans les divagations. Et puis en plus, c'est quand même quelqu'un qui est un enseignant. Il est maître conférence à l'université de Lomé au département de géographie. Les mots qu'il a balancés, les phrases et tout. Quand il dit, bon, c'est pas moi, Classou, qui va ouvrir ma bouche pour parler de quoi. Mais c'est quand même un Premier ministre qui s'exprime comme ça. C'est incroyable. Et donc, on lui a posé des questions, il a tourné en rond, les journalistes lui ont même demandé, mais vous nous tournez en bateau. Il dit non, que bon voilà. Et lorsqu'on lui pose cette question de Wassem, voilà, il dit que lui, il est plus honnête que les journalistes qui ont traité le sujet. Au lieu de répondre à la question, au lieu de dire, effectivement, je suis actionnaire, est-ce que en tant que Premier ministre, je pouvais prendre des actions? Qu'est-ce que nous faisons au niveau de Tabligo pour régler le problème de Wassem, les questions des fonds qui sont partis, la destruction de l'environnement, en tant que chef de gouvernement, voilà les mesures que nous prenons pour que ces genres de choses ne se reproduisent pas. Il dit non, que lui ne répond pas à la question, il ajoute que bon, ben, lui, il est plus honnête que les journalistes qui ont sorti les dossiers. Bon, voilà. Voilà le niveau de responsabilité que nos dirigeants ont. Moi, je suis très heureux parce que il va falloir que de temps en temps, nos autorités aillent sur les médias. Comme ça, on aura une idée de leurs compétences et de qui ils sont vraiment. Est-ce qu'ils maîtrisent les dossiers? Là, il a parlé, vous savez à qui vous avez affaire maintenant. Ah oui, parce que là, on a vu la carrure de l'homme, comment il maîtrise les dossiers, et on comprend facilement pourquoi les problèmes ne sont jamais réglés et que tout va de travers dans le pays. Parce que quand on est chef de gouvernement et on est à ce niveau de responsabilité-là, et qu'on ne sait même pas ce que fait le FNFI sur le terrain, où on ne peut pas décortiquer certains aspects du programme de gouvernement que pilotent certains ministres, c'est quand même lamentable. Moi, je suis resté sur ma faim, surtout quand il a dit qu'il va utiliser l'économie bleue pour reconstruire les marchés. Voilà des gens qui n'ont pas pu gérer les richesses sur la terre. Maintenant, ils vont chercher l'argent dans la mer pour venir reconstruire les marchés. C'est quand même étonnant. Bon, ça, on va revenir sur le sujet lorsqu'on va aborder la question de la sécurité maritime, la sécurité maritime et puis... et ça fait sourire les journalistes. Oui, c'est vrai, sur le plateau, ça fait sourire les journalistes. Oui. Juste 30 secondes avant de la rendre l'antenne, un mot là-dessus. Oui, ben moi, je n'ai pas eu la chance de suivre ces échanges entre le Premier ministre et les journalistes. C'est très tendu. Mais ce que j'ai à dire, c'est que généralement, bon, c'est vrai, nous, journalistes, quand on fait notre questionnaire, on s'attend à certaines réponses. Mais il faut aussi se préparer et dire que celui qui vient aussi n'est pas obligé de vous donner entièrement satisfaction. Sur les questions politiques, bon, tout le monde peut faire son petit malin, comme on le dit. Mais bon, je crois que sur des questions économiques où parfois il faut sortir des statistiques pour prouver que... Ça, je crois que c'est un problème global parce que même quand vous suivez un peu les débats des hommes politiques à l'extérieur, les gens vraiment des cabinets, des cellules de qui préparent vraiment tout, qui savent, qui préparent toutes les éventualités, même les questions... on peut suppiter sur des questions qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, qui pourraient venir, on prépare tout. Mais ici, bon, on fait tout seul. Très bien. Merci beaucoup Fabrice Pekézi, merci à Abi Alpha, merci Ferdinand. Nous allons marquer une pause. Juste après, on va revenir pour la seconde partie de Taxi Presse. Ferdinand Haïté du journal Alternative, Fabrice Pekézi du journal Le Libéral
et Abi Alpha du journal Le Rendez-vous. Abi, on se séparait il y a une quinzaine de minutes sur l'affaire, enfin la sortie du Premier ministre Selom Klassou hier sur les médias africains, disons-le ainsi, parce qu'il n'y a pas que sur Vox Africa où l'interview a été diffusée, c'est sur pas mal de chaînes africaines. Vous voulez apporter votre réaction par rapport à ça? Moi, je n'en veux pas du tout à M. Klassou, à notre Premier ministre. Il n'a fait que être honnête envers ce qu'il est en tant qu'homme politique. Pourquoi vous voudriez qu'il fasse un miracle? Honnête dans quel sens? Il n'a fait que réagir à l'image de la réaction de la plupart de nos dirigeants. Tu sais, moi je vais donner un exemple qui fait un peu triste. J'ai rencontré 3 partenaires blancs qui sont venus, ils ont pris l'avion, ils sont venus atterrir ici pour rencontrer un ministre, pour lui soumettre un projet qui concernait la mer il y a quelques années. C'était un des ministres du Fort. Il était en train de présenter le projet devant le ministre dans son cabinet quand le monsieur a commencé par dormir. L'heure à laquelle le ministre a commencé par dormir. Je ne parle pas des Klassou, mais un des ministres. Il a commencé par dormir, les 3 blancs ont quitté. L'heure à laquelle... Est-ce que le projet a fait dormir? Non, c'était sérieux. L'heure à laquelle les messieurs ont quitté son bureau pour partir, je ne sais pas. Et ils ne sont jamais revenus la même soirée, ils ont pris leur avion. Tu sais, quand tu compares les dirigeants, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents que nous, mais quand tu vois les dirigeants des pays occidentaux, un dirigeant qui se met main nue devant un micro pendant plus d'1 heure de temps, il expose les grands sujets de l'État avec des heures, des chiffres, avec pertinence. Chez nous ici, parfois, on fait des discours écrits, les gens lisent difficilement. Alors, donc, ce que M. Klassou a présenté n'est que la vraie face de ceux qui nous dirigent. C'est un peu triste parce que jusqu'à ce stade-là, surtout que c'est le système qui a organisé cette émission, qui est à saluer, et qu'un Premier ministre arrive comme ça là-bas pour, n'est-ce pas, il n'est pas forcé, contrairement à ce que font les confrères, il n'est pas forcé de répondre à toutes les questions. Mais les questions auxquelles il a décidé de donner réponse, qu'ils soient pertinents, qu'il réponde et qu'on sache vraiment que les Togolais ont un Premier ministre. Mais quand il va aller là-bas baratiner et puis raconter de n'importe quoi, je ne sais pas, ce n'est pas trop gai quand même. Merci beaucoup. Fabrice, vous avez eu un mot de temps avant, je ne sais pas si vous voulez compléter votre réaction. Ouais, c'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas dire que parce que le Premier ministre est mal exprimé, il est à l'image du pays. Non, bon, on ne passe pas un concours pour devenir... C'est pas qu'il s'est mal exprimé, c'est-à-dire que le monsieur n'était pas pertinent. Toute la vie, quand c'est ce que je dis, mais c'est pas à l'image du pays, parce qu'on ne passe pas un concours pour devenir Premier ministre pour dire que c'est le meilleur. Forcément, mais naturellement, il faut dire aux hommes politiques de se cultiver. Mais le mal n'est pas Klassou, hein. Même quand vous suivez l'actualité, ce n'est pas une excuse de grâce. Quand vous suivez l'actualité internationale, même des gens qui prétendent à des postes les plus élevés dans des pays les plus puissants, parfois on taxe leur réaction, leur sortie de raté. Bon, je vais donner l'exemple des États-Unis. C'est pas une excuse, mais bon, ça peut arriver. Il est passé à côté de l'entretien avec le... Il faut préparer, il faut que les gens comprennent que ça se prépare. Là, on comprend aisément pourquoi nous dirigeons de la peine à répondre à la presse. Là, il était obligé d'aller à ce rendez-vous et la copie est diversement appréciée dans l'opinion. Non, pour moi, je crois qu'il y aurait une autre occasion, peut-être qu'on verrait un autre Klassou. Je me dis peut-être qu'il n'avait pas préparé le rendez-vous, parce que quoi qu'on dise, Klassou, il a quand même un parcours. Hein, depuis l'université, il était au-devant des mouvements estudiantins. Quand vous prenez déjà cette habitude-là, dès votre jeune âge, il a été pendant longtemps ministre, presque président de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui Premier ministre, on ne peut pas dire qu'il ne puisse pas réussir à un test comme celui-là. Moi, je ne pense pas que ce soit une occasion ratée. Je pense que Klassou n'a aucune maîtrise des dossiers. Parce que, voyez-vous, je ne sais pas s'il a été déstabilisé par les journalistes ou il attendait à ce que les journalistes disent « Excellence, monsieur le Premier ministre ». Il n'a pas entendu ça. Non, il sait que les journalistes ne diront pas ça. Il a passé tout le temps aligné sur l'institution du chef de l'État, sur l'institution du chef de l'État. Je ne sais pas combien il en a prononcé, ça fait peut-être une trentaine. Mais l'émission pour lui était quand même un chemin de croix. On sentait qu'il voulait que ça finisse vite. Le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas démontré en tant que Premier ministre qu'il maîtrisait le moindre dossier. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas préparé l'émission. Quand on est Premier ministre, c'est qu'on a soi-même
on a même une maîtrise de certains dossiers, on ne peut pas hésiter là-dessus. On ne peut pas venir, et lorsqu'on vous pose des questions, vous n'arrivez pas à répondre, vous divaguez, vous titubez. Et puis il y a des questions fondamentales sur lesquelles aujourd'hui le gouvernement doit se prononcer. Lorsqu'on parle par exemple de l'affaire de Wassem, si moi j'avais été à la place de Klassou ou bien quelqu'un d'autre, en tant que Premier ministre, il devrait dire quand même à ces médias, qui sont quand même des médias câblés, ce que le gouvernement togolais fait au moins pour atténuer cette histoire d'évasion fiscale. Parce que c'est des recettes que le gouvernement... En réalité, ce rendez-vous doit être un moyen pour le gouvernement togolais tout à fait, devant son image, de dire ce qu'ils font, de dire on fait ça, on fait ça, on fait ça, ceci est en cours, voilà là où on en est, on a tel programme biennal, on a tel programme triennal, on a tel programme quinquennal, voilà là où nous sommes, voilà là où nous voulons arriver, voilà le taux de réduction de la pauvreté qu'on a fait dans le pays, voilà les efforts qu'on a eu à faire. Il a passé tout son temps à divaguer, et un tel personnage, on ne peut quand même pas dire qu'il n'a pas la maîtrise des dossiers. Et s'il ne l'a pas, là, c'est vraiment c'est lamentable. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce poste-là? Et en plus, ce que moi je voulais ajouter... Et tu vas en finir là, pourquoi on entame les autres sujets? Dans quelle expression il s'est exprimé? Si je peux faire de la tautologie, comment il s'est exprimé? Quand on est quand même sur des médias comme ça, on ne peut pas traduire la langue locale dans le français. On ne peut pas traduire la langue locale dans le français quand on est Premier ministre et puis on est enseignant d'université. Si moi, Klassou, j'ouvre la bouche pour dire ça, c'est pas possible pour un Premier ministre quand même. Ça se délever à peu près, oui, on peut le dire aussi. Oui, ça c'est au village ça. Merci beaucoup Ferdinand, Fabrice et Abi. Alors l'autre sujet, vous le savez, c'est le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Depuis lundi dernier, le Togo accueille des participants à ce sommet. Les chefs d'État, ce qu'on nous renseigne, commence par arriver, en tout cas pour les premiers ministres, les ambassadeurs, ils sont en train d'arriver. Ils arriveront presque tous aujourd'hui pour la signature de la charte, s'il plaît à Dieu, demain. Vous aussi, vous en avez parlé. C'est le clou de main de ce grand rendez-vous continental. Oui, oui, comme cela se passe, c'est une tradition au niveau quand même de l'Union africaine. Les premiers jours, il y a plusieurs paliers. Et le dernier, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui viennent parfois valider tout le travail qui a été fait en amont par les experts. Et donc, l'enjeu demain, ce sera forcément cette charte. Est-ce que ce sera signé? Bon, je crois que du côté, avec les sons de cloche qu'on a eu ces derniers jours, on a l'impression que tout est pour le mieux. Mais bon, il faut attendre, constater peut-être pour aviser. Donc, je crois que demain, ce sera le plus grand enjeu. Même si durant la semaine, des questions importantes ont été abordées par rapport à ce sommet. La charte, ça sera peut-être la cerise sur le gâteau, mais le sommet de Lomé ne se résumait pas seulement qu'à la charte, parce que quand vous prenez toutes les thématiques qui ont été débattues, notamment la pêche illicite et puis les questions liées à l'économie bleue. Mais en même temps, je ne vous coupe pas, mais quand on écoute nos responsables, ceux qui organisent la manifestation, on a comme l'impression que si la charte n'est pas signée demain, ça veut dire que le sommet de Lomé a été un échec. Ouais, moi je dirais... Même s'il y a des side events, c'est vrai qu'il y a eu... C'est vrai qu'il y a eu... Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'est-ce qu'on gagne à travers ce sommet, je veux bien que cette charte quand même puisse être signée, ça serait bien qu'elle voit le jour, mais ça permettra quand même de prendre de l'avance par rapport à l'avenir. Mais bon, je continue par dire que résumer tout le sommet à la charte, je crois que ce serait un peu passé à côté, même si ça fait partie des éléments importants par rapport à ce sommet qu'a voulu organiser Lomé. Abi Alpha, qu'est-ce que vous pensez de ce sommet que le Togo a abré depuis quelques jours déjà? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de cette rencontre internationale. Oui, évidemment, c'est un sommet de tous les doutes. Vous n'êtes doutes pas comment? tous les doutes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été plusieurs fois reporté. Finalement, on y est. On est de plein pied et puis les gens ont encore des raisons d'avoir des doutes par rapport à une possible ou pas signature de la charte. Donc il y a de quoi dire que c'est un sommet de tous les doutes. Ça veut dire même que même s'il advenait que la charte soit signée, une chose c'est de signer une charte, l'autre chose c'est d'avoir les moyens pour que vraiment cette charte signée, qui n'est qu'un discours, puisse être accompagnée, n'est-ce pas,
de l'applicabilité sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années seulement, je crois 3 ans, au Cameroun, une rencontre de ce genre s'est déjà tenue avec des recommandations qui attendent encore dans les tiroirs. Peut-être que les gens me diront que c'est faux, que chaque milieu a ses réalités. Donc c'est par rapport à tous ces paramètres que les gens, moi je fais partie des nombreux Togolais qui pensent qu'on pouvait faire économie, ne serait-ce que pour le moment de cette rencontre. Malheureusement on y est avec tout ce que cela a coûté aux contribuables togolais. On va voir de quoi ça va accoucher. Demain, c'est le baptême de feu, c'est-à-dire ça finit par l'essentiel. On va voir. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment un sommet de tous les doutes. Et ceux qui ont tout dès le début ont encore raison de douter jusqu'à présent. Alors, le tout aussi, c'est par rapport aux chefs d'État qui vont arriver pour... Le confrère Flambeau des démocrates hier nous renseignait qu'il y a 17 chefs d'État qui ont confirmé leur arrivée ici à Lomé, 2 vice-présidents, 5 ambassadeurs et également des ministres qui viendront représenter leur nation. Les chefs d'État de ces pays-là ne sont pas véritablement disponibles. Alors on se pose beaucoup de questions, surtout qu'Angela Merkel cette semaine a sillonné au moins 3 pays africains à recevoir chez lui à Berlin certains présidents africains. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'elle vient en Afrique survole notre zone, qu'elle n'a pas eu l'idée d'atterrir ici au Togo. Vous, Ferdinand, au niveau de l'alternative, ça vous a fait produire un article mardi dernier. Je reçois d'ailleurs aujourd'hui le président nigérien Buhari qui est arrivé hier à Berlin. Et donc le Nigeria ne sera pas représenté par son président ici. Quand on fait un sommet sur la sécurité maritime et que le Nigeria ne vient pas, ça pose un problème. Non, le Nigeria sera là. C'est seulement le président du Nigeria. À ce niveau-là. Et donc, bon, on a discuté un peu, on a fait une petite analyse sur le passage d'Angela Merkel en Afrique ces jours-ci, surtout qu'elle a survolé le Togo, qui est un pays qui avait des liens historiques avec l'Allemagne, et surtout qu'elle est venue parler d'immigration. Et d'immigration, vous savez, tout ce qui se passe sur la mer, des centaines et des milliers d'Africains qui meurent. Et moi, quand j'ai parcouru le programme du sommet, je n'ai pas vu une thématique qui concerne l'immigration. Et depuis longtemps, on s'est posé la question sur le silence de l'Union africaine, sur ce drame-là, sur les océans, où il y a des milliers de jeunes Africains qui meurent. Il y a même des Togolais qui meurent, je l'ai dit, quelque part. On est sur un dossier où des Togolais partent. Ils sont en Libye, certains combattent avec l'État islamique. D'autres vont en Italie, on a plein de témoignages, ils partent de Lomé, ils vont à Gadez, et puis après... Les Togolais? Si, ils sont plein de jeunes qui partent à partir des stations ici. Et qui combattent aux côtés de Daesh. Oui, je sais de quoi je parle. On sortira le témoignage dans les jours qui viennent. Et donc, nous, on s'est posé la question, non pas de la faisabilité du sommet, mais de l'opportunité de ce sommet-là. Voyez-vous, il y a des problèmes énormes à régler, et que ce sommet ne prend pas en compte. Vous ne pouvez pas aller faire la sécurité sur la mer si vous ne connaissez pas les délimitations des frontières des pays. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en conflit parce que les frontières maritimes ne sont pas délimitées. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est un exemple. Depuis que le pétrole a été découvert au large des côtes ghanéennes, ils sont même allés à l'ONU, le problème n'est pas encore réglé. Le Cameroun et le Nigeria ont des problèmes de frontières maritimes. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont des problèmes de frontières maritimes. Alors, si vous voulez aller chasser les pirates et qu'on ne délimite pas les frontières, qui va où? Qui va jusqu'à quelle hauteur? Et quels sont les moyens? Au-delà de ça, pour organiser ce genre de sommet, pourquoi le budget doit peser sur l'État qui organise le sommet, alors que ceux qui profitent de ce genre de choses sont des grandes sociétés, des marines marchandes, les armateurs? Oui. C'est à ces gens-là qu'il faut prendre l'argent pour financer, parce que c'est eux qui tirent les premiers bénéfices Bon, peut-être qu'ils ont contribué. Non, mais quand on parle de contribution, on sait, il y a eu un grand débat là-dessus. Les gens nous ont dit l'Union africaine et tout. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'Union africaine n'a pas donné grand-chose à ce sommet. C'est le Togo qui prend la responsabilité d'organiser ce sommet. Et donc, le fond du problème, de mon point de vue, c'était pas s'il faut organiser le sommet ou pas, mais est-ce que c'était opportun? Est-ce que au stade où nous en sommes, le Togo devait dépenser autant d'argent pour un sommet, alors que on a placé le mandat
sous le sceau du mandat social, on a dit bon, on a fait avant les infrastructures, on a fait ci, on a fait ça, maintenant on va faire le social, et que on sait que le fonds social aujourd'hui est totalement abîmé, les hôpitaux, les écoles, il y a des problèmes, et qu'on mette autant d'argent dans ce sommet. Et moi je le dis, les lendemains de ce sommet seront désastreux sur le plan social. Pourquoi? Oui, parce qu'on a saigné les sociétés d'État pour convoyer l'argent dans le sommet. Comment est-ce que vous le savez, Ferdinand? Mais moi, je peux vous donner un exemple. Les voitures présidentielles, c'est le port qui les a achetées. Je le dis, j'assume, c'est le port qui a acheté les 56 voitures. C'est sur le budget du port autonome de Lomé. Et pourtant, le port 56 voitures qui... présidentielles. 34 Chrysler et puis 22 Benz Berlin. C'est le port qui les a achetées. Et pourtant, quand vous allez au port, on ne peut même pas circuler. Les voitures tombent parce que le port n'est pas aménagé. C'est sur le budget du port. Peut-être que Togo Sel aussi a donné, Togo Télécom a donné, et tout ça. Et au lendemain, où est-ce qu'on trouvera de l'argent pour répondre aux revendications des enseignants, des médecins, des priorités qui sont là? Mais moi, je vous donne le rendez-vous dans quelques jours. Vous verrez, les réponses que le gouvernement donnera aux acteurs sociaux. Fabrice, sur cette question de l'opportunité de sommet. Non, ben, je crois que Ferdinand a donné les éléments de réponse qui prouvent que c'était important d'organiser le sommet. La question de l'immigration. Quand il parle des conflits entre pays sur la mer et autres, aujourd'hui, il se pose un problème de cadre légal par rapport aux activités qui se déroulent sur la mer. Donc, il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait attendre encore quelques années pour le faire ou pas? Pourquoi c'est le Togo et pas un autre pays? Je crois qu'on l'a dit ici, le Cameroun l'a fait avec des résolutions très importantes. Je crois que le Togo ne vient pas réinventer la roue. Il doit naturellement surfer sur ce qui a été fait dans d'autres pays comme le Cameroun pour parvenir à cette charte-là. Donc sur le plan diplomatique, il faut savoir aussi présenter la chose pour que ça ne frustre pas ceux qui ont été un peu ce qu'on peut appeler les précurseurs par rapport à cette question liée à la sécurité maritime. Donc aujourd'hui, je crois que le 90% du commerce c'est sur la mer, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a les armateurs et autres, mais tous les pays en bénéficient. C'est pourquoi parfois quand certains pensent que ça ne concerne que les pays qui s'ouvrent sur la mer, non, même les pays de l'Interland également ont intérêt à ce que tout se passe bien sur la mer, parce que tout le commerce c'est à partir de la mer. Et aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Togo, qu'est-ce qu'on a comme ressource à part le phosphore? Je crois que le port fait partie de ce qu'on appelle le poumon de l'économie du Togo, et donc naturellement il faudrait assainir ce domaine-là. Et bon, on ne peut pas organiser un sommet comme ça pour dire qu'on n'a pas dépensé. Naturellement, le Togo doit avoir mis les moyens. Oui, mais c'est à ce niveau où aussi dans l'opinion on ne comprend pas, parce que personne ne dit aux Togolais par exemple ce que ce sommet-là coûte pour le contribuable. Les chiffres sont avancés par les journaux, mais l'autorité n'a jamais confirmé ou infirmé. Pour certains, 5 milliards, pour d'autres, 13 milliards, pour d'autres encore 17 milliards. Il faut aller aux informations. Bon, naturellement, ce n'est pas des sous occultes qui seront utilisés pour ce sommet-là. Il faut aller chercher dans le budget, voir qu'est-ce qui avait été fait, puisque c'est quelque chose quand même qui a été planifié et tout cela. Maintenant, il faut chercher l'information, à voir quelle a été la contribution du Togo. Mais naturellement, le Togo doit avoir la part, enfin, cette année, la part d'Ilion, mais si on peut dire négativement par rapport à l'organisation du sommet, le Togo doit avoir mis de l'argent. Maintenant, un gouvernement